En 1986, les téléspectateurs français découvrent une nouvelle série animée dont ils n'imaginent pas qu'elle va devenir, en quelques années, un véritable phénomène générationnel. Dragon Ball. Dragon Ball, c'est l'histoire de Sangoku, un enfant avec une queue de singe qui se retrouve embarqué malgré lui dans une histoire de boules de cristal, de dragon qui apparaît et de souhaits exaucés. L'une des particularités de Sangoku, c'est sa maîtrise des arts martiaux, accompagnée d'une force physique phénoménale. Un atout qui lui permettra de venir à bout de ses adversaires les plus redoutables, eux aussi engagés dans la quête des boules de cristal. Les événements conduiront Sangoku à devenir le protecteur de la planète Terre, ne reculant devant aucun ennemi et faisant preuve d'un courage à toute épreuve. Lorsque son frère lui révélera la vérité sur ses origines, le fait qu'il appartient à la race des Saiyans, un peuple de guerriers censé conquérir la galaxie, Sangoku comprend qui il est réellement. Il comprend d'où lui vient cette combativité hors pair et ce talent inné pour les arts martiaux. Mais il comprend aussi que vivre parmi les terriens a fait de lui un terrien, et qu'il luttera désormais pour sa planète d'adoption et non pour celle qu'il a vu naître. Sangoku tue son frère. En l'apprenant, le prince des Saiyans décide de se rendre sur Terre pour retrouver l'assassin de son congénère. Sangoku est sur le point de rencontrer son plus grand rival, son frère ennemi, l'un des personnages les plus marquants de l'univers Dragon Ball, Vegeta. Vegeta fait partie des rares personnages d'une œuvre narrative à avoir acquis une popularité quasiment supérieure à celle du personnage principal. Impitoyable, orgueilleux, méprisant, Vegeta est le double obscur de Sangoku. Il avait prévu de conquérir la Terre et d'en massacrer les habitants, mais à force de côtoyer les terriens, il a fini par coexister avec eux, et même par en devenir un sous de nombreux aspects. Vegeta est un personnage à la psychologie complexe, travaillé par des conflits intérieurs et un besoin permanent de prouver sa valeur. Mais si on devait dresser le portrait philosophique de Vegeta, qu'est-ce que ça donnerait? Quelles sont les philosophies qui influencent, sans qu'il le sache, la vision du monde de Vegeta? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. S'il y a un mot qui caractérise le personnage de Vegeta, c'est la puissance. Non pas au sens où il serait le personnage le plus puissant de la série, mais au sens où devenir le plus puissant est son unique obsession. Dès qu'il rencontre un adversaire plus puissant que lui, cette idée l'insupporte au point de se sentir obligé de l'affronter, quand bien même il aurait conscience de n'avoir aucune chance. Préférant être tué par un ennemi que sauvé par un ami, Vegeta est l'incarnation de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est un concept qui désigne la force qui anime toute chose qui vit, et qui, d'après Nietzsche, permettrait aux êtres humains de dépasser leur humanité pour accéder au statut de surhumain. La volonté de puissance est à l'œuvre aussi bien dans les phénomènes naturels que dans les comportements humains. L'exprimer, c'est célébrer cette force vitale qui anime le monde et sans laquelle nous n'existerions pas. Vegeta incarne la volonté de puissance, car Vegeta ne respecte que la puissance. Les seuls personnages pour lesquels Vegeta éprouve un semblant de respect sont toujours des personnages qu'il sait être plus forts que lui. Il méprise la gentillesse et la dévotion, qui ne sont pour lui que des masques de la faiblesse. À l'image de Nietzsche qui voyait dans la morale une création des faibles pour se protéger des forts. La seule morale qui est une valeur selon Nietzsche, c'est la morale de la puissance. Précision très importante, la volonté de puissance n'implique pas forcément un désir de détruire ou de faire du mal, contrairement au jeune Vegeta, qui ne cache pas son plaisir à faire souffrir des innocents. De ce point de vue-là, il serait davantage à rapprocher du Marquis de Sade que de Nietzsche. Mais la pulsion sadique de Vegeta ne dure qu'un temps, et au fur et à mesure du récit, sa quête de puissance se canalise vers un objectif unique, battre Sangoku. Sangoku avec qui Vegeta partage une caractéristique commune et que Nietzsche a résumée dans une formule célèbre. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Cette phrase résonne évidemment d'une manière spéciale pour les fans de Dragon Ball, qui savent que la particularité des Saiyans, c'est qu'ils deviennent beaucoup plus forts à chaque fois qu'ils frôlent la mort. Il est certain qu'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, avait cette idée en tête lorsqu'il a imaginé cette particularité. Ce que confirme une analyse globale de l'œuvre, laquelle met continuellement l'accent sur la nécessité de dépasser ses limites pour devenir meilleur. Pour devenir un surhumain. Vegeta incarne la volonté de puissance, car Vegeta conçoit l'existence comme un affrontement de forces dont il doit sortir vainqueur.
Mais il serait un peu réducteur de résumer la personnalité de Vegeta à sa quête de puissance, car ce serait omettre un élément majeur de sa conception du monde, le sens du devoir. Vegeta est le fils du roi Vegeta, qui a donné son nom à la planète dont proviennent les Saiyans. En qualité de prince des Saiyans, Vegeta se fait une obligation morale de représenter dignement ce statut. Les valeurs morales de Vegeta sont en correspondance avec sa vision aristocratique du monde. Il est l'héritier d'une lignée de combattants prestigieux et il entend bien le faire savoir. C'est ce qui le conduira, lorsqu'il sera dominé dans un combat, à hurler de colère qu'il est le prince des Saiyans, comme pour s'obliger à être à la hauteur de ce titre. Vegeta est loin d'être l'incarnation de la morale. Ses crimes sont nombreux et il assume ne pas être un homme bon. Mais lorsqu'il s'agit de son honneur, les mots de la morale de Kant semblent retentir dans son cerveau. Tu dois. Kant est connu pour sa philosophie morale très stricte, dans laquelle il attribue une place prépondérante à la notion de devoir. Le devoir, nous dit Kant, est ce qui doit guider chacun de nos actes. Il n'existe aucun passe-droit à la morale. Autrement dit, le devoir est quelque chose qui doit s'imposer à nous de manière absolue. S'il y a un domaine dans lequel Vegeta incarne la morale de Kant, c'est bien le domaine du combat. Même en proie à la peur, au désespoir ou à l'épuisement, le devoir de se battre est la seule chose qui compte pour lui, au point de prendre la forme de ce que Kant appelait un impératif catégorique. Un siècle après Kant, Sigmund Freud approfondira la question du devoir en forgeant une notion qui s'applique particulièrement bien à la personnalité de Vegeta. Le surmoi. Le surmoi, c'est l'instance morale de notre psychisme. C'est ce qui nous commande d'agir selon certains principes qui nous sont essentiellement transmis par l'éducation. Vegeta est le fils d'un roi. Il a grandi avec l'idée qu'il devait être le meilleur et qu'il lui était interdit d'être faible. Son surmoi est structuré par le sens de l'honneur. La volonté de puissance de Vegeta n'est donc pas une volonté chaotique et désordonnée. C'est une volonté encadrée par un idéal moral qu'il se fait un devoir de respecter. Si le personnage de Vegeta est autant apprécié par les fans de Dragon Ball, ce n'est pas seulement en raison de sa quête de puissance ou de son sens de l'honneur. C'est aussi et surtout parce que c'est un personnage qui évolue. La première fois qu'il apparaît dans la série, Vegeta coche toutes les cases de l'antagoniste parfait. Il est cruel, incroyablement fort, dévoré par le désir de régner et dénué du moindre scrupule, allant jusqu'à tuer ses propres alliés pour bien faire comprendre à ses adversaires à quel genre d'homme ils ont affaire. Les choses basculent après son premier combat contre Sangoku, à l'issue duquel Sangoku vainqueur laisse Vegeta partir au lieu de lui donner le coup de grâce. Ce geste de clémence sera, sans que Vegeta le sache, l'acte qui initiera son évolution et son intégration progressive parmi les terriens. Car lorsqu'il recroisera les amis de Sangoku peu de temps après, il épargnera celui qui lui avait laissé la vie sauve. Contraint de s'allier avec Sangoku et sa bande, Vegeta finira par devenir titulaire du groupe des guerriers terriens. Il épousera même l'une d'entre elles, celle sur qui repose l'entièreté du récit, avec qui il aura un fils qui aura plusieurs fois l'occasion de sauver la Terre et ses habitants. Vegeta est conscient de son évolution tout au long du récit, et parfois même, il se la reproche. Il se reproche son adoucissement, sa domestication qui l'a fait passer de prince des Saiyans à bon père de famille. Il se reproche de s'être lui-même condamné à rester le numéro 2, l'ombre de Sangoku planant sur lui, même depuis le royaume des morts. Dans le dernier chapitre de la série, Vegeta ira jusqu'à se laisser envoûter par un sorcier maléfique pour retrouver sa cruauté d'antan et renouer avec son destin originel. Être le plus fort. Un choix qui, paradoxalement, ne fera que confirmer l'évolution du personnage vers la bonté. D'abord, parce que ce choix montre bien que Vegeta a besoin d'être sous l'emprise d'un être maléfique pour redevenir cruel. Et aussi parce que même sous cette emprise, il conservera son amour pour son fils et sa bienveillance à l'égard des terriens pour lesquels il sacrifiera sa vie. Le parcours de Vegeta l'a conduit à évoluer, mais plus encore, à être conscient de son évolution. En cela, il est l'incarnation du concept développé par le philosophe allemand Hegel, la dialectique. La dialectique est une notion qui a pour but de décrire la manière dont la conscience évolue. Or,
Hegel théorise le principe selon lequel l'évolution de la conscience passe nécessairement par 3 stades: l'affirmation, l'opposition et la réconciliation. Vegeta s'est opposé aux Terriens avant de rejoindre leur camp. Il s'est confronté à leur système de valeurs, un système de valeurs qu'il rejette, mais auquel il doit d'être encore en vie. De cette confrontation avec l'autre, de cette lutte contre cet adversaire qu'il méprise pour sa bonté, mais qu'il respecte pour sa puissance, va naître la dialectique personnelle de Vegeta, son accès à une étape supérieure de la conscience dans laquelle le bien et le mal sont réconciliés. Vegeta ne devient jamais le contraire de Vegeta. Il porte en lui la dualité qui le constitue, jusqu'au jour où, arrivant au terme de son évolution, Vegeta en gravit la dernière marche, lorsqu'il reconnaît en son fort intérieur la supériorité de Sangoku sur lui. Vegeta devient alors un personnage accompli, un personnage qui a parcouru toutes les étapes de son chemin évolutif, avant de devenir qui il est et de l'accepter. Puissance, devoir, évolution, tels sont les maîtres mots de la philosophie de Vegeta. Un personnage que rien ne prédestinait à devenir le préféré des fans de la série, mais dont la part sombre et l'évolution ne peuvent que faire écho à ce que nous sommes. Au fond, c'est peut-être ça qui fait de Vegeta le personnage le plus humain de l'univers Dragon Ball. Celui qui en partage les défauts, les qualités et le pouvoir de s'améliorer.